Ah, y a pas à dire, ça c'est de l'animé. Et ce générique, une merveille. Ça me fait penser que je devrais peut-être faire une chronique sur les Tortues Ninja. Il y a tellement de choses à dire. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième émission hors série Comic Eater consacrée aux Tortues Ninja. Alors je vais vous présenter un peu l'historique des Tortues Ninja et également le livre qui m'aura permis de faire cette chronique, duquel je me suis inspiré. C'est le livre Toute l'histoire des Tortues Ninja chez Huggin et Menin, proposé au prix de 39,95 € et sorti il y aura bientôt un an. C'est un très gros livre, très épais, très large. Je vous prends un comics normal qui va faire cette taille-là, voilà, et voilà la taille. Donc il est très très large. Dans les bibliothèques, ça tient parfois difficilement comparé au reste des livres. C'est un livre qui regroupe toute l'histoire des Tortues Ninja. Il parle donc des comics, de l'animé, des films, des produits dérivés, et il est une source, une mine d'or d'informations, et compte également des bonus. Alors les Tortues Ninja, c'est une aventure qui commence il y a un peu plus de 30 ans, puisque le premier comics, le premier numéro est sorti en 1984, et c'est le projet fou de deux artistes, Kevin Eastman et Peter Laird, qui décident un soir, comme ça, de créer une histoire, et ils sont fans du Daredevil de Frank Miller. Alors ils vont imaginer que le produit radioactif, à l'origine de la transformation, pas la transformation, mais la fin, l'aveuglement, la cécité de Matt Murdock, et qui lui a donné en contrepartie des pouvoirs, est tombé dans des égouts et a touché 4 petites tortues ainsi qu'un rat, et les a transformés en mutants, d'où le nom de mutagène. C'est ainsi que par cette histoire, et en plus on a affaire à des ninjas, comme dans Daredevil. Donc le livre nous explique ceci, tout d'abord. Alors, on a tout d'abord une première ouverture, très sympathique, il y a une petite illustration. On a pas mal d'illustrations, beaucoup d'images, d'illustrations de Kevin Eastman. Le sommaire, il y a plus de 190 pages au compteur. De nouvelles illustrations. Une préface de Peter Laird qui nous explique un peu les débuts des Tortues Ninja. Cette image très connue qui a servi d'illustration sur la jaquette du premier jeu de la NES, le légendaire jeu, qui fut élu d'ailleurs le jeu de l'année à l'époque. C'était en 1989, oui, c'était en 1989, il a été élu jeu de l'année avec plus de des millions d'unités, 4 millions d'unités écoulées. Donc c'est vraiment un gros succès et il est encore aujourd'hui très connu, notamment pour sa difficulté légendaire. Je ne l'ai jamais fini ce jeu-là, rien que passer le passage de l'eau, c'est vraiment très difficile. Alors le Fugitoid, c'est le premier comics qui a été sorti par les deux artistes, mais qui n'a pas rencontré un grand succès. Suite à cet échec, arrivent les Tortues Ninja, qui vont petit à petit faire leur chemin auprès des gens. Donc là vous avez les prototypes, les deux premières tortues, créées par Eastman et Peter Laird, et les premiers croquis, les premiers travaux préparatoires sur Splinter. C'est la première fois, c'est vraiment les premiers travaux sur Splinter. On a ensuite le reste des dessins. Shredder, on nous explique que Shredder, en fait, ces fameuses griffes qu'il a sur le côté, c'est parti, pareil, d'une idée folle. Ils ont vu une râpe à fromage et ils se sont dit, entre les mains de quelqu'un d'expérimenté, ces râpes à fromage pourraient être une arme mortelle. Et c'est ainsi qu'est arrivé ce design du Shredder. Donc plein de faits divers, on apprend. Il y a également beaucoup de facsimilés, comme dans les trésors de Spider-Man, les trésors Marvel, beaucoup de petits documents, des petits posters, des petites lettres. C'est vraiment beaucoup de bonus pour les fans des tortues. Donc ça, tout ça, c'est la genèse, toute cette partie-là. Le premier numéro, comment c'est sorti, le rôle des conventions qu'on jouait là-dedans, plein d'informations. Et le démarrage, très petit à petit, très doux, très lentement, des tortues. Mais va arriver quelque chose qui va faire exploser la machine, qui va vraiment faire décoller la licence auprès du grand public, c'est la série animée. En effet, au début des années 90, les Tortues ont un petit succès en comics, ils ont un bon public, et donc les publicitaires, les agents essayent de dynamiser la licence avec des produits dérivés et une série animée. La série animée est à la base une mini-série en 5 épisodes qui devait avoir lieu, mais suite au succès, on a continué
et elle va aller jusqu'à 193 épisodes. Donc c'est quand même assez impressionnant. La Toei, le studio japonais à l'origine de Galaxy Express 999 à l'époque et de Space Battleship Yamato et aujourd'hui de One Piece, ont été impressionnés par le travail et ont donc pris en charge l'animation de cette série et notamment l'épisode 4 qui a donc été fait par l'équipe principale de la Toei. Donc c'est un succès, voilà, c'est une partie de mon enfance cette série. On rajoute des choses, on utilise les éléments du comics, Baxter Stockman est là, le Shredder est là, April O'Neil est là, Krang, l'Ultron est ici, Bebop et Rocksteady, les premiers ennemis mutants d'une longue liste, sont ici également. Donc vraiment une série légère et qui va apporter un gros changement puisque vous voyez sur cette image très connue qu'on trouve sur des t-shirts, sur plein de choses, vous avez nos 4 tortues et contrairement au début, alors je vais chercher une image en couleur malgré tout, mais en couleur s'il vous plaît, ici. Regardez ces tortues-là, elles ont toutes un bandeau de couleur rouge. C'est la série, parfois on oublie, c'est la série animée qui, pour que les enfants puissent s'identifier à un personnage, a apporté le code couleur des tortues. Le bleu pour Leonardo, l'orange pour Michelangelo, le rouge pour Raphaël et le violet pour Donatello. Donc voilà un gros changement apporté par la licence. Et on a également la petite initiale aussi, au niveau de la ceinture, le L, le M, le R, etc. Donc c'est des petits changements qui auront perduré, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas à la base et qui pourtant va rester. Après l'O'Neill, vous avez des images de l'animé, le Shredder. Alors le Shredder, ils ont voulu le faire un mélange de Dark Vador un petit peu et d'un guerrier samouraï. Et c'est un grand méchant, même si aujourd'hui quand on regarde l'animé, on se rend compte qu'il est assez finalement pathétique et assez humoristique ce Shredder. Krang, l'Ultron, avec son gros robot ici qui a une drôle de tête, ça m'a toujours fait rire. Et les mutants, Bebop et Rocksteady, peut-être que je les confonds d'ailleurs, je ne sais plus. Splinter, etc. Donc une grosse partie sur l'animé. Les produits dérivés, tout ce qui est jouet, etc. Forcément, moi aussi j'en ai eu un petit peu des jouets, cassés par mon frère d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et voilà, donc en fait c'est dans les années 87-88, l'animé bat son plein, et donc les Tortues Ninja sont au top. Mais en 89, arrive un concurrent, du moins un concurrent qui était là avant, mais qui va vraiment prendre de l'ampleur et va dépasser, va risquer de prendre la place de leader qu'a les Tortues Ninja, c'est le Dark Knight, Batman, avec notamment la sortie en 89 du film de Tim Burton, qui va vraiment apporter encore plus de monde. Ça a couplé à l'animé, voilà, Batman arrive. Il arrive et j'en ai fait l'expérience personnellement. Voilà, mon enfance c'est les Tortues Ninja, puis Batman, puis, et j'en parlerai un petit peu après, des Power Rangers. C'est vraiment ce que ce livre raconte. Voilà, donc les rivaux des tortues. Il n'y a donc une seule solution, qu'on découvre ici, c'est de passer sur grand écran. Les Tortues Ninja, si elles veulent perdurer, ne veulent pas se contenter uniquement du comics, qui finalement, c'est un peu perdu. On lit aussi dans le livre que, ben voilà, du coup, c'est bien beau l'animé, les produits dérivés, mais du coup, on oublie le comics de base. Le comics de base, finalement, n'a pas tant de succès que ça, comparé au reste, quoi. Les Tortues Ninja, c'est un phénomène, mais finalement, le comics qui était la souche, quoi, la racine du projet, ne prend pas autant que le reste. Donc, grand écran. Un an après seulement la sortie de Batman, on décide de sortir le film Teenage Mutant Ninja Turtles avec un budget un tiers, 3 fois inférieur à celui de Batman. Il est, j'ai marqué ça sur une petite fiche normalement, un budget de 13 millions de dollars, voilà, soit un tiers du coup de Batman comme j'ai dit, et par contre un bénéfice record pour l'époque de 135 millions de dollars, soit 10 fois son budget. C'était pour l'époque le plus gros succès, le plus gros carton pour un film indépendant, puisque c'était un film indépendant. Un gros succès, sachant que, et j'en avais pas conscience quand j'étais plus jeune, je croyais que c'était des costumes tout simplement, et en fait, il y a tout un travail, en fait, les têtes des tortues étaient des marionnettes, il y avait un mécanisme, etc. Je m'en étais pas rendu compte, je croyais que c'était un costume, il y avait des gens dedans, et puis c'est tout. Alors qu'en fait, non, on découvre là, voilà, on voit tout le mécanisme des yeux, des têtes, etc. Il n'y a que Splinter où j'avais compris qu'il n'était pas très humain, parce qu'il avait un peu de mal, il était très statique dans les scènes, on le voit bien. Et encore, après, dans le 3e film, je crois que c'est encore pire pour notre ami Splinter. Donc on découvre toute la création de ce film que j'aime beaucoup, hein. Pour moi, c'est le meilleur film. Le premier film, c'est le meilleur. Voilà, j'adore ce film, il est génial, quoi. Alors que on compare avec celui de Michael Bay, tant d'argent pour ça,
Et à l'époque, on avait fait un truc magnifique qui coûtait rien par rapport à aujourd'hui. Donc on nous montre ensuite encore pas mal de produits dérivés, ça continue, la folie TMNT. Et suite au succès du premier film, on décide forcément, comme aujourd'hui on le fait toujours, quand un film réussit, on fait une suite. Tortue Ninja, le deuxième volet, qui aura un succès honorable également, un très bon succès, mais il va essuyer quelques critiques, il est beaucoup plus humoristique, beaucoup plus léger, il y a la musique avec le Go Ninja Go Ninja Go, la fameuse chanson de fin où les tortues vont sur scène, mais le deuxième film s'est frotté aux associations de parents, les associations parentales, qui ont dit que le premier film était trop violent. Du coup, on a remplacé les nunchakus de Michelangelo pour des saucisses sèches quand il affronte le clan des foot. Donc voilà, ça n'a pas changé par aujourd'hui. Les parents feraient mieux d'élever leurs gamins plutôt que de nous emmerder à vouloir censurer les séries. Surtout que voilà, je voyais pas les Tortues Ninja, c'est pas ça qui va nous transformer en tueurs. Hein. Mais bon. Troisième film, lui, va enterrer définitivement la saga, la carrière cinématographique de la série. Les choix qui sont faits dessus, alors que le budget est énormissime, sont pas bons du tout. Et voilà, un bénéfice vraiment dérisoire. On arrête, on veut plus faire les frais des Tortues Ninja. Malheureusement, à la même époque, donc on nous dit, là on arrive à la fin d'une époque, l'animé tourne en rond également, donc on va décider de l'arrêter après son 193e épisode. L'arrêt se fait en 1996, voilà. Donc en 96, le 193e épisode sort et c'est la fin de la série, de la légendaire série des Tortues Ninja. Au milieu des années 90, une nouvelle série live va être créée. Je vous montre peut-être, alors elle est moins connue. Voilà, ça passait sur Fox Kids ou Jetix, je ne sais plus à l'époque. Et c'est une série live avec des vrais acteurs, produite par Monsieur Saban, qui justement à l'époque avait pris la relève des Tortues Ninja, avait récupéré le public des Tortues Ninja pour pour mettre les Power Rangers. Les Power Rangers qui vont du coup avoir un crossover avec cette série Tortues Ninja, qui est assez atypique puisqu'on a des acteurs en live, on a une cinquième tortue féminine qui s'appelle Vénus, et des nouveaux ennemis, des dragons, alors que Shredder, lui, on l'enlève, on le met out dès le premier ou deuxième épisode, je crois à la fin du premier épisode. Donc une petite série légère, c'est pas très, très joli les costumes comparé au premier film, donc c'est pas vraiment un gros succès, c'est un peu un échec cette série. Même si ça a rapporté quand même, ça s'est regardé tout tard. Mais Monsieur Saban est riche comme Crésus, donc voilà, il n'a rien perdu. Les Tortues par contre vont faire un retour fracassant avec la série de 4Kids, c'est dans les années 2000. Peter Laird, après une longue négociation, va racheter les parts de Kevin Eastman concernant les Tortues et va donc obtenir le contrôle intégral sur les droits et sur la gestion des Tortues. Cette nouvelle série est vraiment fidèle aux comics, c'est la plus fidèle aux comics. On retrouve les personnages, les arcs narratifs et un visuel vraiment impressionnant pour l'époque. Donc c'est la meilleure série selon moi, même si les dernières saisons, là vous voyez par exemple le Cyber Shredder, c'est dans les deux dernières saisons, sont vraiment, on peut s'arrêter après la saison 5, puisque la saison 6 et 7 on tourne en rond et c'est vraiment moins intéressant. C'est un peu des fillers, on pourrait appeler aujourd'hui. Donc voilà pour cette série. En 2007, un film en images de synthèse est créé, il fait suite à la série animée, et va être un bon succès commercial. On envisage d'ailleurs une suite avec le retour du Shredder, qui n'aura malheureusement jamais lieu, je ne sais pas pourquoi. C'est pas, il faudrait que je relise le livre, mais je ne crois pas que ce soit expliqué précisément dans le livre pourquoi il n'y a pas eu de suite à ce film en images de synthèse, alors que c'était un succès et que le scénariste avait déjà commencé à écrire la suite justement du retour du Shredder. Toujours est-il que malgré tout ça a bien fonctionné, et les studios 4Kids, eux, vont créer un ultime projet, ils vont encore réunir leur équipe pour un projet qui finalement aura mûri pendant 25 ans, puisqu'il était déjà dans les tuyaux, dans l'esprit des créateurs depuis un moment, mais ils n'avaient pas les moyens, les fonds, etc., l'équipe pour le faire. C'est Turtles Forever, Ninja Turtles Forever. C'est la réunion tout simplement de toutes les tortues de Kevin Eastman en noir et blanc, les tortues de la première série animée et les tortues de l'animé de 4Kids, dans un grand film mettant en scène les différents Shredder, les différents Krang, etc. Et j'ai vraiment apprécié ce film, qui est vraiment très très bon, très bien animé. Il y a tout un travail graphique sur les différents mondes, les couleurs, le noir et blanc, tout ça. C'est vraiment une petite perle ce film. Et puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le retour en comics, puisque voilà, on revient à la source, les comics, puisque les Tortues Ninja, il y a eu tout un périple, mais ça reste un comics avant tout.
Et donc Kevin Eastman, le maître, fait son retour dans la nouvelle adaptation des Tortues Ninja par IDW, qui va donc reprendre le scénario de base, mais tout en le modifiant, y apportant quelque chose, avec un visuel plus actuel. Et c'est vraiment une réussite. Cette nouvelle série des Tortues Ninja, elle dure depuis quelques années, et franchement, c'est une belle pépite, une belle série. Donc voilà, tout va bien pour les Tortues Ninja. Et enfin, dernière chose qui, c'est pas forcément... j'allais oublier avant de passer ça, on a aussi la série, une autre série animée, que je n'aime pas du tout par contre, c'est vraiment moche, le style cubique comme ça, l'histoire est pourrie, ça vraiment par contre c'est pour les gamins de bas étage. Je pense que les associations parentales vont pas s'opposer à ça, mais par contre pour l'abrutissement, il n'y a pas de souci. Vraiment j'aime pas ces séries, c'est comme Beware the Batman, toutes ces séries vides où il n'y a rien, c'est engranger de l'argent bêtement. Et enfin, le film. Alors le film n'est pas très bon, de Michael Bay, produit par Michael Bay, attention, mais au moins il a le mérite de remettre les tortues sur le grand écran, donc peut-être de propulser les choses, de montrer aux plus jeunes. Alors forcément, moi j'étais déçu, peut-être que les plus jeunes auront aimé, peut-être, mais voilà. Donc ça ne peut pas faire de mal, ça ne peut faire que du bien. Et les Tortues Ninja qui ont donc fait un long périple, n'ont pas dit leur dernier mot, les ninjas sont toujours là, et c'est un grand plaisir de voir que finalement une idée aussi simple, par deux artistes indépendants, a fait autant de chemin et perdure encore aujourd'hui. Et même si on n'a pas lu les Tortues Ninja, même si vous n'avez pas vu l'animé, forcément le nom vous évoque quelque chose. C'est la force, c'est comme Albator, c'est des choses que, même si ce n'est pas de votre génération, vous les connaissez. Alors ce gros livre, en bonus, donc à la fin vous avez une petite pochette, et également un poster, donc je ne le déplierai pas, il est en cartonné, donc c'est bien pour la solidité, mais par contre au niveau du pliage, on voit les plis, c'est un peu dommage. Mais surtout, on a la reproduction du comics numéro 1, donc on a 1984 Mirage Comics, 1,50$, c'était le prix à l'époque, du premier comics des Tortues Ninja. Un comics reproduit à l'identique, avec pas de couleur évidemment, c'était en noir et blanc pour l'époque. C'est en anglais, vraiment un petit trésor. On peut se dire, voilà, j'ai le numéro 1 des TMNT, le premier comics des Tortues Ninja reproduit à l'identique. Donc vraiment un beau cadeau, une belle pépite que ce livre. Donc si vous avez 40€, c'est un prix, c'est vrai, je sais, c'est le prix de 2 comics normaux, mais c'est aussi un gros livre, c'est un livre incroyable. C'est Hugues Menin qui propose des choses incroyables aussi, puisque Hugues Menin importe vraiment des livres intéressants qu'on ne trouverait pas sinon. Des livres comme ça, il n'y en aura pas d'autres, je pense que voilà, ce livre-là, il est définitif. Sur les Tortues Ninja, c'est une vraie pépite. Donc c'est toute l'histoire des Tortues Ninja, 39,95€ chez Hugues Menin. Ce qui me permet donc de faire la transition vers les comics, et donc la nouvelle adaptation d'IDW, qui est éditée chez nous, chez Soleil US Comics. Alors le prix est assez élevé, puisque finalement c'est pas très gros, et ça coûte 17€, 16,95€. Ça a été la critique, finalement, le prix. Mais bon, on fait importer une série assez onéreuse, finalement, donc il faut payer le prix, forcément. On retrouve Kevin Eastman, qui est au scénario et au dessin. Au scénario, il est aidé par Tom Waltz, et au dessin par Dan Duncan. Et on retrouve aux couleurs Randa Pattison. On a donc un style graphique que je trouve assez proche, finalement. En tout cas, il y a des similitudes, donc d'assez proche de Raphaël Albuquerque, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc j'aime vraiment ce style-là, assez proche de la peinture même, un découpage très dynamique des cases. Kevin Eastman a toujours été doué pour ça, il était déjà dans les premières adaptations, et une revisite, une relecture de l'histoire. On décide dans cette histoire que les tortues, qui étaient dans un laboratoire, chez Stockgen, donc le laboratoire de Stockman, ont été relâchées dans la nature par divers événements, et qu'elles ont été exposées aux mutagènes, mais pas seulement. Il y a eu aussi un chat qui est passé par là, qui voulait voler la 4e tortue, parmi les 4, et qui a donc affronté Splinter, et y a perdu un œil. Malgré tout, la 4e tortue est perdue, et donc on découvre au départ les 3 tortues, il manque Raphaël et Splinter, qui vont faire face justement à Hold Hob, qui est ce chat transformé en mutant, et qui veut à tout prix se venger de Splinter. Ensuite, on a un flashback qui nous explique tout le passé, toute l'histoire des tortues avant même qu'elles ne soient transformées, ce qui introduit April O'Neil, ce qui introduit Stockman, ce qui introduit pas mal de personnages. On a très vite Casey Jones qui entre en scène avec Raphaël, et puis les tortues qui se mettent toujours en quête, elles le sont depuis des années, de leur frère disparu, Raphaël. Donc beaucoup d'actions, beaucoup de présentations,
un truc très très dynamique, c'est vraiment un bon départ. J'ai lu ce premier tome, j'ai vraiment adoré. C'est une relecture, donc les nostalgiques retrouveront plein d'éléments originaux et les autres pourront découvrir sans aucun a priori cette série. Les bandeaux sont tous rouges, que ce soit sur la couverture ou à l'intérieur, puisque c'est le premier tome. Et c'est intéressant qu'on nous explique le changement ici en disant que eh bien, la rouge, qui est la couleur justement de Raphaël, elle portait toute cette couleur-là pour leur rappeler quelle était leur quête. Et donc, c'est dans le tome 2, pas avant, je vous montrerai tout à l'heure, que les tortues vont découvrir leur couleur. Donc ça, c'est la fin du tome 1. Raphaël retrouve son père et ses frères, et tout va bien, on peut commencer un nouveau départ, comme le titre l'indique. À la fin de chaque tome, on retrouvera les galeries de couverture de Kevin Eastman, donc 2 couvertures plus proches de son style de base, qu'il avait déjà sur les premiers numéros, sur la première série, et ensuite 2 autres couvertures, mais avec un style plus actuel. C'est là où c'est plus proche de Raphaël Albuquerque. Le tome 2, lui, va amener une nouvelle menace, que ceux qui ont vu la première série animée connaîtront. C'est les dératiseurs. Je crois que c'est comme ça qu'ils s'appelaient. C'est ces fameux robots créés par Stockman pour traquer Splinter. Et donc, on voit déjà sur la couverture que les tortues ont chacune leur couleur. Splinter le donne dès le début de l'arc. Donc là, pour l'instant, elles sont encore rouges, toutes rouges pour le premier. Et puis, Splinter va aller dans les rues, c'est toute une partie du chapitre, et il va découvrir plein de petits morceaux de tissu de chaque couleur pour donner à ses fils. Ce tome-là nous plonge dans le passé, dans un passé d'un Japon féodal. Et le parti pris de cette adaptation des tortues, c'est que les tortues et Splinter sont la réincarnation d'Amato Yoshi. Et qu'Amato-Yoshi a été traqué par Shredder, par le clan des Foot, et ses enfants étaient exécutés par Shredder, ainsi que lui-même. Cependant, il prie pour qu'un jour, que ce soit dans cette époque ou dans une autre, il puisse avoir sa revanche avec le Shredder. Et c'est ce qui va se passer, puisque les tortues ont été les fils d'Amato-Yoshi, et Amato-Yoshi ont été réincarnés dans Splinter et les tortues, et donc elles vont pouvoir combattre Orokusaki, en tout cas elles vont le découvrir un peu après, puisque le clan des Foot fait son apparition, et rapidement ils vont se douter qu'il y a un lien, en tout cas Splinter se doute qu'il y a un lien avec leur passé. On a toujours au dessin Kevin Eastman et Dan Duncan, donc c'est vraiment très beau. On a un peu de Matteo Santoluco, que j'aime bien aussi. La rencontre entre April O'Neil et Casey Jones, le fameux monsieur avec un masque de hockey. Krang est présent également. On retrouve le Technodrome qui arrivera un peu plus tard, la dimension X, donc plein de choses qui réveilleront un peu vos souvenirs. Tome 3, le tome 3 c'est vraiment l'affrontement contre le Shredder. Les tortues vont à la recherche de Splinter qui a été enlevé et vont donc rentrer chez Stockman, chez Stockgen, pour pouvoir retrouver leur maître. Quand elles arrivent, il n'est plus là, et donc Splinter a été enlevé par le clan des Foot, dont Karai qui est présente, également un personnage récurrent de la série. Et c'est dans ce tome-là qu'on découvre que le Shredder n'est autre qu'Orokusaki. Alors on ne sait pas comment il a survécu, il y a plein de choses, on parle de résurrection, il y a plein de mystères, tout n'est pas dit tout de suite. Et donc c'est très intéressant. Ce tome 3 est vraiment le point culminant de la série pour l'instant, de ce que j'ai vu par rapport au tome 1 et 2. Le point culminant, la conclusion est dans le tome 3. Et du coup on arrive sur un tome 4, le dernier sorti, qui est assez décevant je trouve, puisqu'il part sur un nouvel arc. Et les tortues vont être tout simplement sur tout le tome confrontées à la 5e tortue. Cette 5e tortue, vous la connaissez peut-être si vous avez joué au jeu de NES. C'est la tortue qu'on doit affronter sur un toit pour protéger, pour délivrer Splinter. Donc une autre tortue mutante, qui est donc plus violente, plus agressive, et qui va donc être combattue par nos tortues gentilles. On a un peu de Krang, il y a pas mal de choses. Et le deuxième point décevant de ce livre, c'est les dessins. Puisque nous n'avons plus Kevin Eastman et Dan Duncan, mais nous avons Andy Kuhn à la place. Et Andy Kuhn, c'est pas très très joli quand même. C'est parce que c'est les Tortues Ninja que je l'ai lu et que je suis généreux, mais franchement ce serait un autre comics, j'aurais pu dire vilain, c'est vilain. Donc voilà, donc une petite histoire, un petit 4e tome qui souffre d'une faiblesse, rien de très grave, mais voilà, on sent qu'il y a un petit point, un petit creux, et que ça va redémarrer après, puisque aux États-Unis la série continue plutôt, et ça se passe très bien. Là les clans se mettent en place, puisque tout au long il y a des petites choses disséminées, que ce soit le clan des Foot, Krang, ou encore Old Hob, qui va donc recruter cette tortue à la fin, et donc on sent qu'il va y avoir aussi une faction mutante qui va poser problème. Alors 4 tomes donc disponibles aujourd'hui, pour finir, ce qui nous fait donc 4 numéros. Je vais les trier dans l'ordre, pour vous montrer un peu au niveau de la tranche, donc ça nous donne ça.
hop, belle collection. Seulement, depuis plus d'un an, plus de nouvelles. Soleil US Comics avait dit qu'il faisait une pause sur les Tortues Ninja et qu'en 2014 ça redémarrerait. On est en 2015, mi-2015 bientôt, et pas de nouvelles. Donc Tortue Ninja tome 5, s'il vous plaît. Soleil US Comics, ce serait bien. Parce que sinon, je vais attendre un petit peu, puis je vais me diriger vers la VO, parce que ça avance, il y a plein d'arcs qui sont sortis, et nous on se retrouve comme des idiots avec 4 tomes, et il n'y a pas de suite. Donc c'est assez dommage. Donc j'espère que Soleil US Comics n'a pas oublié les tortues, et qu'on aura la suite. En tout cas, ces 4 tomes, ça vous fait déjà pas mal de lecture, et puis le gros livre, évidemment, pour toute l'histoire des Tortues Ninja, puis il y a les films, il y a tout. Donc voilà, les Tortues Ninja, Koabunga, à bientôt, salut.